Je vais donner la parole à Joanne Van Baren qui a participé à la balade urbaine pour nous dire un petit mot, vraiment 1 minute ou 2. Donc je n'hésiterai pas à t'interrompre, Joanne. Merci. Je n'ai pas chronométré. Oui, bonjour. Donc, j'ai participé à la visite urbaine. Donc, on nous a montré 3 réalisations de la ville de Brest dans le cadre de la transition écologique. Tout d'abord, le réseau de chaleur urbaine qui, à partir de, en fait, les déchets ménagers, enfin l'incinération des déchets ménagers, complétée par l'incinération de bois et puis, si vraiment besoin, de gaz, permet de chauffer beaucoup de bâtiments publics. Et il y a aussi des particuliers, jusqu'à 20% de particuliers qui peuvent s'abonner pour bénéficier de cette chaleur-là, donc qui est à 90% en ressources renouvelables, enfin en énergie renouvelable. La deuxième chose qu'on a visité, c'est un dispositif de recueil des eaux de pluie, parce que sur la ville de Rennes, il y a un seul réseau de tuyaux pour à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Et pour l'instant, les eaux de pluie représentent à peu près 18% de ces eaux-là. Et l'objectif, c'est de passer à 5%. Et pour ça, pour tous les nouveaux bâtiments, il y a un aménagement pour que l'eau s'infiltre dans la terre et ne stagne pas plus que 24 heures pour pas qu'il y ait de développement de moustiques ou autre. Et donc le dispositif doit être très faible en surface, mais doit absorber l'eau en moins de 24 heures. Donc c'est ça l'objectif. Le problème avec ça, c'est ça marche pour tous les bâtiments nouveaux qui du coup passent à 0% d'eau de pluie qui va dans le réseau. Mais il y a tous les bâtiments anciens pour lesquels c'est pas fait et pas encore forcément possible de faire. Donc il y a peut-être un problème d'échelle, le temps que ça va mettre pour que ça se généralise et arriver aux 5% souhaités. Et la troisième et dernière initiative là qu'on nous a montrée, c'est une initiative participative avec les citoyens qui peuvent postuler en fait pour que chez eux, devant leur muret sur le trottoir ou les pieds d'arbres qui sont devant chez eux, le béton soit enlevé et des fleurs puissent être installées. Donc ils postulent et la ville de Rennes, de Brest leur dit oui ou non. Et si c'est oui, font les aménagements pour libérer la terre. Ensuite, on leur donne des conseils pour planter les fleurs et une petite banque de graines au départ pour commencer. Et l'idée, c'est qu'ils entretiennent eux-mêmes cet espace. Donc ils s'engagent à entretenir l'espace. Du coup, ça donne des fleurs dans la rue. Alors on a eu une habitante qui est venue juste à ce moment-là, qui a dit que depuis qu'elle a fait ça, il y a beaucoup plus de gens qui passent dans sa rue et puis elle a motivé les voisins. Donc toute la rue est fleurie et ça donne aussi beaucoup plus de convivialité entre les habitants qui parlent justement de leurs petits aménagements fleuris. Mais là encore, il y a une cinquantaine, de 20 à 50 dossiers acceptés par an. Donc se pose le problème du changement d'échelle pour que ça soit accepté massivement. Merci beaucoup. Donc toi qui es titulaire d'une chaire en écologie à l'Université de Rennes, j'espère que cet exemple de biodiversité en ville t'a inspiré. Tout à fait. On a beaucoup parlé après de ça. D'accord. Merci beaucoup. Donc l'atelier 3 sur le dialogue entre les scientifiques et les élus. Donc comment ? Ah, Sabine est là. Donc on va repasser à l'atelier 1. Viens Sabine. Donc Sabine, donc tu as fait visiter aux participants du forum le dispositif Océanolab à Océanopolis où tu fais ta recherche en fait, puisque tu fais de la recherche devant le public, c'est remarquable. Alors je ne sais pas si cette visite a été particulière par rapport à toutes les visites. Enfin, je veux dire, tu es une vétérante des visites d'Océanolab, je pense. Je pense qu'il faudrait que je demande à ceux qui ont visité, en fait, pour avoir leur retour. S'il y en a un qui veut venir parler. Mais sinon, en fait, l'idée, ce qu'on a vu pour expliquer un peu aux autres membres, c'est on a montré ce qu'était Océanolab, qui est un projet qui permet que le grand public puisse voir des scientifiques en train de travailler. Et donc, c'est vrai que ce qu'on est en train de faire actuellement à Océanolab, c'est présenter les effets des changements climatiques. Voilà. Et donc, c'est l'occasion pour le grand public. Donc, je vous invite à y aller. Si des fois vous avez l'occasion d'aller à Océanopolis, ça vous permet de voir, en tout cas pour ceux qui sont non scientifiques,
c'est quoi le métier de chercheur, comment ça se passe, les gens qui travaillent, c'est quoi la vie de tous les jours, pourquoi on met des réplicas, et aussi pourquoi on n'a pas toujours toutes les réponses, comment on apporte des réponses. Donc voilà, c'était un peu l'objectif de cet après-midi. Merci beaucoup. Et donc, par contre, c'est pas ouvert tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on choisisse son jour pour aller à Océanopolis pour être sûr d'avoir Océanolab. C'est ça. Il y a certains. Alors, je sais plus les journées. Donc, vérifiez sur le site web d'Océanopolis quel jour vous pouvez accéder à Océanolab. Voilà. Mais il y a peut-être vos enfants qui vont d'ailleurs avec ceux des écoles du coin. Il y a des visites qui sont organisées régulièrement. Donc, on a aussi des visites de tous les âges qui viennent voir ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je passe à l'atelier 3. Du coup, Jean-Pierre. Sur le dialogue entre les scientifiques et les élus ou les acteurs et comment améliorer ce dialogue. Bien, donc juste un tout petit résumé, alors qui va être un résumé de résumé puisque on a quand même fait travailler les membres, alors contrairement aux balades, on a été assez actifs. Donc, alors l'atelier portait sur ces questions d'articulation entre sciences et politique, avec une discussion, mais alors sous la forme d'un forum pour le coup, entre plusieurs des participants sur des questions aussi compliquées que qu'est-ce qu'une preuve scientifique et qu'est-ce qui la rend crédible, qu'est-ce qu'une décision politique et qu'est-ce qui la rend robuste. Alors, je ne veux pas vous faire de résumé complet, mais il y a eu vraiment des discussions très enrichissante, dont il est ressorti que, alors juste pour donner quelques éléments, on a tous un enjeu de diffusion de la culture scientifique, enfin ça vous apprendra rien, mais on rentre un tout petit peu plus dans les détails et j'espère qu'on pourra faire quelque chose de ces résultats-là, et pas mal de réflexions sur quelles sont les bonnes formes pour articuler précisément le travail de ces deux populations, les élus d'un côté ou les décideurs et les scientifiques, et puis d'une troisième population qu'on avait introduite, qui sont aussi les gestionnaires, les responsables techniques qui font souvent l'interface entre les deux. Donc voilà, beaucoup de réflexions autour de ça et beaucoup de productions qu'on espère pouvoir utiliser par la suite. Merci beaucoup Jean-Pierre. Ensuite, la conférence interactive Lithorisque, donc je crois que c'est Christophe qui va nous donner son vécu et puis son point de vue sur cette conférence. Ouais, merci. Conférence interactive sur le partenariat Lithorisque, risques littoraux, avec 32 participants, 4 intervenants qui ont permis des échanges très pointus et passionnants. C'est ce que tous les gens disaient dans le couloir en sortant. Donc le partenariat Lithorisque a vocation de travailler ensemble sur de l'observation, l'accompagnement des collectivités, la sensibilisation des différents publics. Il s'appuie sur une démarche très structurée, très solide, d'amélioration des connaissances, de boussole méthodologique pour faire du cas par cas et de partage d'expériences pour échanger et pour tirer des leçons les uns entre les uns et les autres. Ça s'appuie sur différents outils, on en a vu quelques-uns dans la conférence, il y en a d'autres qui sont disponibles sur le site web, et sur un exemple particulier de Pays d'Iroise Communauté. Le partenariat a permis de co-construire un observatoire avec des mesures, donc des protocoles, des outils, des indicateurs que l'on traduit en indices et toute une infrastructure informatique qui permet de saisir, de consolider, de valider, de mettre à disposition, de visualiser, de partager. Et derrière, cet observatoire, une fois bien co-construit, a permis d'agréger un certain nombre de démarches d'observation, donc qui deviennent donc collaboratives, des EPCI qui rejoignent le partenariat, et puis des citoyens à travers des démarches de sciences citoyennes. Et je vous encourage à regarder l'encadré qu'on a dans le bulletin du HCBC sur sciences citoyennes et sciences participatives qui fait le lien avec cela. Ça permet une homogénéité des observations et des analyses, et donc de comparer, de savoir qu'on parle de la même chose. Ça permet de faire du cas par cas en fonction des cellules hydrosédimentaires, des enjeux, des dégâts, des communes. Ça permet d'avoir une référence qui devient de plus en plus générale, de plus en plus commune dans le département du Finistère. Et il est question d'étendre, c'est amorcé avec un financement du FEDER, d'étendre à d'autres communautés de communes de la Bretagne, peut-être à toute la Bretagne à terme. Et dans l'atelier, manifestement, ça a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'envie aux participants de rejoindre dans le futur. Très bien, c'était le but. Donc, merci beaucoup Christophe. Alors ensuite, donc l'atelier Jeux sérieux Planète C.
qui était Valérie. Donc en fait, je voulais souligner que ce jeu sérieux en fait a été mis en œuvre par des collègues du laboratoire AMUR de l'IUM à Brest, et donc des collègues qui se sont appropriés ce jeu qui a été inventé par des chercheurs d'un laboratoire à Zurich, et donc il s'agit là d'une démarche scientifique dans le but de faire prendre conscience. Oui, et donc j'ai eu l'honneur de participer à cet atelier. C'est un jeu sérieux qui met en œuvre une expérimentation ludique d'intelligence collective. Donc pour essayer de décrire, assez simplement, on était divisé en 6 tables, en 6 groupes, 5 groupes qui étaient des récoltants. On allait récolter de quoi manger, on utilisait la ressource, et un atelier qui représentait un parc, donc qui avait pour but de conserver la biodiversité. Mais au départ, on ne le savait pas, on avait des consignes isolées, chaque groupe avait ses consignes. Et le but était d'aller récolter, en même temps que le parc, lui, devait localiser son espace géographique pour faciliter la nidification d'oiseaux. Donc le premier tour a été lamentable, puisque sur les 5 familles de récoltants, 3 se sont retrouvées en situation de famine et 2 en situation de surexploitation, surabondance, donc pas du tout équilibré. Tout a changé quand en fait il y a eu un début de communication, les groupes se sont parlé, et on a eu un temps également, un outil facilitateur, un plateau de planification. Puisqu'on connaissait les consignes et les enjeux de chacun, on a pu, avec une communication, des connaissances, de l'organisation, de la planification, également un souci de sobriété, de ne pas surexploiter les ressources naturelles. Et donc le résultat de la partie, il y avait 4 stratégies. Soit on tombait dans la stratégie win-win, gagnant-gagnant. Donc on gagnait, on améliorait la biomasse, on se nourrissait en même temps qu'on conservait la biodiversité, ou à l'inverse c'était lose-lose, ou alors les 2 autres extrémités, on faisait gagner une partie mais perdre l'autre, et le schéma opposé dans l'autre sens. Donc ce qu'il faut en retenir pour agir dans le même sens, pour à la fois préserver la biodiversité, exploiter les ressources naturelles de façon sobre, il y a 4 leviers qui sont indispensables. Le premier, c'est l'information, accès à la connaissance des enjeux, donc aussi bien sur les ressources naturelles que sur les différents enjeux. Deuxième levier, c'est la confiance que les différents acteurs, les différents groupes ont su instaurer entre eux. Pour nous, ça a été très très efficace parce qu'on n'a pas remis en cause la parole scientifique qui était portée par le parc. Le troisième point, c'était la volonté d'agir. Et également, le quatrième point, c'était les capacités et les moyens d'agir. Donc voilà, et pour terminer, notre groupe, je ne sais pas s'il y a une des animatrices qui est là, donc tu confirmes, on a fait le meilleur score de toutes les parties qui ont été jouées, et donc du coup, je ne sais pas combien de parties ont été jouées. Une centaine. Donc on est les meilleurs parce qu'on connaît les enjeux, on se fait confiance, on a la volonté d'agir, et on se donne les moyens. C'est une excellente conclusion, merci beaucoup. On se sent tout de suite très fiers d'être ici à ce forum Climat et Territoire. Alors là, j'aimerais bien appeler l'atelier 7 d'abord, les solutions fondées sur la nature. Voilà. Donc Benjamin, donc membre du Haut Conseil pour le climat aussi, donc, bonjour qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous faire une petite restitution rapide de cet atelier 7, donc, qui était animé par l'Agence bretonne de la biodiversité, sur les solutions fondées sur la nature. Donc,
Nous étions 25, avec des représentants élus, associatifs, citoyens et puis des scientifiques également. Une sous-représentation, voire quasi nulle, des entreprises. La première partie de cet atelier était animée sous forme de quiz pour un petit peu aviver l'attention, on va dire, des participants aux différents types de solutions fondées sur la nature qu'il pouvait y avoir, avec notamment une réflexion sur un cas d'étude un petit peu particulier. Et ensuite, nous a été présenté un cas d'étude particulier, donc la presqu'île de Gavre, qui, à titre personnel, je trouve que c'est un exemple exemplaire. Pourquoi ? Parce que sur le principe des solutions fondées sur la nature, donc qui sont basées sur la biodiversité et les processus naturels, les actions qui ont été menées sur cette presqu'île montrent en fait la vraie complémentarité bénéfique qu'il y a entre les élus, les décideurs et les scientifiques. Et si ce projet a été particulièrement réussi, donc qui s'est traduit par justement une augmentation de la quantité de sable, justement pour protéger cette presqu'île, ça a pu être mis en exergue par deux éléments, on va dire, un petit peu principaux. Le premier est l'importance de la connaissance scientifique pour adapter une solution fondée sur la nature à un territoire. Et ça, c'était le postulat de départ, c'est-à-dire connaître le passé pour voir ce qui se passe aujourd'hui et pouvoir ensuite prédire l'avenir. Et le deuxième élément qui est particulièrement prégnant dans les discours qu'on a eus des trois intervenants, et je tiens encore à les remercier, c'est la mise en exergue de l'importance de la communication entre les différentes parties prenantes, mais également l'implication des citoyens et le rôle des sciences humaines et sociales et de la communication dans la réussite d'un tel projet. En fait, tout au long de l'exposé a été démontré l'importance de la co-construction du projet avec les citoyens pour l'acceptation de ces projets-là. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'était également de montrer que justement les citoyens étaient impliqués après le projet, car c'est eux qui font des mesures de hauteur de sable et de la réussite de ces solutions fondées sur la nature. Et pour conclure cette rapide intervention, il y a une phrase que j'ai retenue qui a été dite par un des intervenants qui était au final, qui résume assez bien les choses à mon sens, c'est, je cite, « C'est difficile de rehausser une digue, mais c'est beaucoup plus simple de réaliser une dune avec des solutions fondées sur la nature. » Je pense que ça traduit une image globale de ce que peut apporter la biodiversité et les processus naturels face justement aux grands enjeux climatiques et environnementaux qui arrivent devant nous. Merci beaucoup Benjamin. Donc les deux autres ateliers sont des ateliers classiques, Fresque Océane d'automne, donc que nous en tant qu'au Conseil breton pour le climat, on a souhaité suivre aussi pour suivre toutes ces méthodes en fait de communication et de sensibilisation sur les enjeux du changement climatique. Mais Valérie Masson-Delmotte donc vient de nous rejoindre, donc je la salue. Merci de venir nous dire un petit mot en clôture de notre forum. Et je voulais te laisser la parole, peut-être pour nous dire un petit mot de quels seraient pour toi les enjeux. On va pas parler du GIEC, je pense, mais au niveau du Haut Conseil breton, du Haut Conseil pour le climat national, dont tu fais partie, est-ce qu'il y a peut-être quelques enjeux, quelques petits éléments que tu pourrais nous disserter avant votre rapport qui va sortir, je suppose, comme d'habitude, fin juin, et peut-être nous dire un mot aussi de ce que tu penses des différents groupes d'experts régionaux en France, duquel le Haut Conseil breton pour le climat fait partie, et voilà l'intérêt de ces actions. Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de me permettre d'être là. En fait, j'avais un conflit au sens où je devais présider le comité scientifique de Météo France toute la journée. Et c'est une grande frustration de ne pas avoir pu participer à ce forum. Et cette approche en fait de co-construction, de dialogue, d'écoute, c'est une des choses qui manque pour le Haut Conseil pour le climat, puisque justement il se place à une échelle en fait nationale, avec ce manque en fait d'interaction qui est assez net dans le fonctionnement.
Donc, par rapport au Conseil pour le climat, donc, on est à la fin du premier cycle. La présidente Corinne Lequéré, qui a porté cela avec rigueur, avec dévouement, dans un contexte de manque d'effectifs pour la capacité d'analyse du secrétariat, nous a permis de faire également un premier bilan de notre fonctionnement, donc de l'évaluation des objectifs et de leur mise en œuvre dans les politiques publiques. On a d'abord mis l'accent sur, bien sûr, le volet d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a essayé de construire des méthodes en fait de suivi pour pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques. Il y a un certain nombre de recommandations qui avaient été faites, qui ont été suivies d'effets. On avait souligné l'importance de pouvoir évaluer, par exemple, ex ante et ex post, l'effet de projets de loi et leur cohérence avec les stratégies bas carbone. Il y a eu des avancées en ce sens, même si ce n'est pas opérationnel. On a également souligné les enjeux de planification, le besoin d'avoir des feuilles de route ministérielles. On avait aussi mis en évidence très clairement les enjeux de transition juste. On voit qu'il y a certaines ébauches en fait, de prise en compte des enjeux sociaux et des enjeux de stratégie nationale. Par exemple, le leasing pour les voitures électriques, qui commençait à regarder ces directions-là. Et puis, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'on a souligné le rôle clé des régions, chef de file de l'action climat à l'échelle des territoires. Dans le premier mandat, on a surtout regardé en fait l'articulation entre le Haut Conseil climat français, européen en fait, et d'autres hauts conseils pour le climat ou équivalents dans d'autres pays, pour en fait finalement apprendre finalement des différentes modalités, des différentes mises en œuvre. On a eu des occasions donc d'échanges avec le Parlement, avec le Conseil économique et social. Par contre, on a bien vu les difficultés sur tout ce qui porte sur l'adaptation. Une vraie difficulté, en fait, à suivre les plans nationaux d'adaptation, leur mise en œuvre, leur efficacité. Pourquoi ? Parce que l'adaptation, elle se met en place à l'échelle territoriale. Donc on avait bien identifié le rôle des groupes régionaux d'experts, des hauts conseils climat et dans les différentes régions, qui n'ont pas du tout les mêmes modalités en fait. C'est une forme d'expérimentation, parfois des émanations du monde académique, parfois une mise en œuvre par les régions, avec des degrés d'interaction qui sont fluctuants. Et donc moi je pense qu'un des enjeux par la suite, c'est avoir des cadres plus structurés d'articulation entre l'évaluation des politiques publiques à l'échelle nationale, les besoins de connaissances pour les éclairer, le suivi, et en fait le retour d'expérience au niveau territorial, ce que peut permettre d'apporter votre retour d'expérience et celui des autres groupes régionaux d'experts. Je veux poursuivre sur ces enjeux d'adaptation qui sont considérables. On voit que ça monte en puissance. Les questions d'assurabilité des risques physiques, notamment pour les communes du littoral. Le rapport de la Cour des comptes sur les questions d'adaptation, qui a notamment consacré un chapitre entier à la partie recherche pour répondre aux attentes de la société, qui souligne un certain nombre de manques clés, d'ailleurs, sur ces enjeux d'adaptation, où on voit des forces, mais aussi des manques. Et je pense que cette interaction, c'est aussi un retour vers le besoin de connaissances pour répondre à des questions de société. Et enfin, quand on a la préparation de la trajectoire de référence pour l'adaptation au niveau national, une question qui est posée, c'est comment elle peut se décliner, en fait, au niveau des régions, au niveau territorial, pour faire en sorte qu'il y ait, en fait, une information cohérente sur tout le spectre de risques qui puisse être prise en œuvre de manière opérationnelle et dans un cadre juridique qui fait encore défaut aujourd'hui. Je pense à ça parce que j'ai eu des retours de certains collègues dans certaines régions littorales exposées à des risques climatiques importants et qui me montraient à quel point on a encore des faiblesses, notamment dans les plans de prévention des risques, qui sont les outils en fait juridiques ou opérationnels, par rapport aux conséquences notamment de la montée du niveau de la mer. Voilà. Donc ça fait partie des points qui me semblent vraiment importants à souligner. Comment on peut mieux construire une articulation ? Comment on peut avoir un retour d'expérience du Haut Conseil breton pour le climat et des autres dans les autres régions pour produire par exemple un livre collectif qui n'existe pas sur l'état des connaissances par rapport au changement climatique futur en France. Le dernier rapport de ce type, qui avait été porté par le CESE avec Jean Jouzel, date de 2014-2015, il me semble,
Et cela pourrait être très pertinent de porter un projet de ce type avec une approche climat global, climat français, métropole et outre-mer, et information et retour d'expertise, besoin de connaissances à l'échelle également des régions. Je pense que ça peut être des projets structurants qui s'appuient sur ce que vous construisez en fait collectivement. Merci beaucoup. Alors, je pense que, bon, normalement, on avait prévu de finir à 17h. J'espère que certains d'entre vous ont envie de rester un petit peu. Je proposerais qu'on finisse à 17h15. Ça vous irait? Je me tourne vers l'organisation, 17h15. Donc, ce qui laisserait un petit peu de temps, peut-être pour des personnes dans la salle, à poser des questions à Valérie. Et ensuite, on se tournerait vers Carole pour la conclusion. Donc, quelques minutes avant écart. Voilà. Donc, s'il y a les micro-baladeurs... est-ce que vous avez des questions profitant de la présence de Valérie, des questions sur son travail au GIEC ou son travail au Conseil pour le climat ou ce qu'elle vient de nous dire sur la manière dont peut-être le Haut Conseil pour le climat va travailler avec les conseils comme les nôtres en région? Oui, bonjour. Tu te présentes, ce serait bien que chacun se... Je me présente, Philippe Davy, membre du Haut Conseil breton pour le climat. Donc, la présentation que tu as faite, elle est très top-down. C'est-à-dire le GIEC donne des informations, le HCC les relaie, et tout ça va vers des directives qui arrivent en bas, et les régions, puis les communes s'adaptent, etc., ce genre de choses. Et pour travailler avec une entreprise, je travaille dans un labcom, et en fait on découvre que les scientifiques savent pas grand-chose finalement sur les problèmes locaux, et que la manière de les poser, elle doit aussi être bottom-up. Et la façon d'articuler ce qui est les deux flux sont nécessaires, mais la façon d'articuler les deux flux, je pense que c'est peut-être encore un impensé de notre manière de travailler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors avec mes mots de physicienne et climatologue, c'est ce que je voulais esquisser en fait. Le besoin aussi d'avoir ce retour d'expérience. J'ai mis l'accent sur le côté politique publique, bien sûr, mais on a également toute la question, par exemple, du rôle des entreprises, de la RSE des entreprises. Et c'est aussi pour ça que j'ai volontairement mis un peu l'accent sur les questions posées par l'adaptation, qui commencent seulement en fait à être intégrées. Et donc ce retour d'expérience, les besoins d'information, ce qui fonctionne pas, les obstacles, mais aussi comment on peut les soulever, tous ces aspects-là me semblent particulièrement importants dans une dynamique où on s'appuie sur l'ensemble des connaissances des acteurs de terrain. Et à mon sens, ce qui était particulièrement pionnier, c'est ce qui avait été fait du côté de l'Aquitaine, en fait, notamment avec Acclimatera et la suite, où on voit bien qu'il y avait une dynamique collective qui s'est construite, et qu'il y a des défis en fait pour la maintenir aussi dans la durée. Y a-t-il une autre question? Non? Pas de... Oui, 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 mais si, mais vas-y, Vincent, parce que moi j'aurais une autre question aussi. Alors moi, c'est pas une question, c'est un peu une réflexion sur cette journée et un petit peu sur celle d'hier. Quand on a choisi la question du littoral pour organiser cette journée, on savait qu'on abordait la complexité, un système complexe, un lieu d'interaction entre la terre, la mer, l'atmosphère, entre des phénomènes physiques, entre le vivant, on en a beaucoup parlé, via la biodiversité. Et puis le littoral, c'est aussi un fait social, quelque chose qui est construit par les sociétés, et donc qui rajoute une complexité supplémentaire. Quand on regarde un petit peu l'histoire de notre littoral, mais comme dans beaucoup d'espaces à la surface de la planète, on a une approche finalement assez prédatrice sur l'environnement, ce qu'en géographie on appelle la géophagie, c'est-à-dire qu'on consomme de l'espace, on consomme de la ressource, et finalement avec toute une série de conséquences dont on mesure aujourd'hui toutes les ampleurs, en termes d'érosion de la biodiversité, en termes de changement climatique, et puis aussi beaucoup en termes de perte de liens sociaux sur nos territoires. Et donc le défi, je vais garder ma casquette de géographe, c'est passer de la géophagie à la géosophie, c'est-à-dire que comment on construit un nouveau rapport au territoire et comment finalement on se réapproprie ces enjeux globaux qui doivent se décliner à l'échelle locale.
Alors, dans les choses que j'ai entendues, moi, aujourd'hui, il y a des choses qui relèvent directement de nous, scientifiques. C'est la compréhension des phénomènes, des processus, qu'ils soient physiques, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient humains. Là, c'est vraiment notre rôle. Il y a une deuxième chose dont il a beaucoup été question, c'est observer. Parce que les changements qui sont en cours, on a besoin de les mesurer, on a besoin de les quantifier, on a besoin de les comprendre. Et là, le scientifique, il est évidemment pas tout seul, parce qu'il a besoin, on a parlé de sciences citoyennes, sur le littoral, qui est un milieu qui est fortement humanisé, on a besoin d'avoir ce dialogue constant entre la science et la société. Et moi, je terminerai là-dessus. On a donc besoin de cette démarche inclusive, je regarde Nicole pour être sûr de ne pas employer de mots inappropriés, mais des choses qui nous permettent d'interagir collectivement et de façon positive sur le territoire entre le monde scientifique, le monde politique évidemment, qui aura le dernier mot, et l'ensemble de la société. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on va donner... Ah, tu voulais peut-être intervenir et... Oui, et en fait, je pense qu'on est devant un vrai défi. Et je ne sais pas, en fait, ce que vous retenez, vous, de cette journée autour des questions sur le littoral. On est sur un vrai défi qui est comment on construit une vision partagée de futur avec voilà, des caractéristiques d'un climat qui change, de la montée du niveau de la mer et toutes ces caractéristiques, les aménagements humains, les évolutions socio-économiques, démographiques. Comment on construit des visions partagées de futur sur lesquels on se projette, comment on construit des trajectoires aussi de changement, parce que ou de transformation. Et je pense que cet exercice-là, c'est un vrai défi, en fait, démocratique, au sens noble, d'arriver à construire ces visions partagées. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Carole, du coup, pour une petite conclusion du point de vue du Conseil régional. Merci. Donc, je suis Carole Lebéchec. Moi, je suis présidente de la commission Climat, Transition, Biodiversité. Et donc, moi, j'ai le plaisir de conclure cette journée, mais je ne dirai pas grand-chose parce que vous avez déjà toute la journée, et peut-être pour beaucoup d'entre vous aussi, vous étiez peut-être là hier aussi pour la journée Brest Biodive. En tout cas, ce que je voudrais dire au titre du Conseil régional, c'est que on est très très content que le HCBC existe. On s'appuie déjà beaucoup sur vos travaux. Ils sont essentiels. Là, on le voit sur le littoral, sur l'érosion des côtes et tout ça. Ce sont vraiment des sujets très très actuels et qui vont vraiment nous servir énormément. On doit tous collectivement grandir sur ces thèmes-là, pouvoir mesurer les impacts possibles, pouvoir essayer de prévoir un peu ce que sera la situation plus tard. C'est extrêmement important pour les politiques et puis pour toute la société civile. Ce que je retiens aussi, moi, de cette journée, c'est effectivement un peu ce que tu as dit, Vincent, c'est la nécessité aussi de rendre accessibles les connaissances. On a un enjeu auprès de la société civile de diffusion de ces connaissances, que ce soit aussi abordable pour le commun des mortels comme moi, par exemple. J'étais très contente aujourd'hui parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'était pas toujours le cas il y a quelques années quand j'écoutais des scientifiques, et je trouve que c'est essentiel. Parce que effectivement, on dit il faut se baser sur les faits scientifiques, et voilà, pour être robuste, il faut qu'on se base sur les faits scientifiques, on s'appuie beaucoup dessus. C'est pour ça que vous êtes là aussi et que, enfin, vous êtes né aussi de la Brescope, de ces réflexions-là. Mais c'est essentiel. Sans les faits scientifiques, on peut pas avancer. Et c'est extrêmement important que ça se diffuse le plus largement possible dans la société. Donc, et un autre élément aussi que je trouve essentiel, c'est que c'est la transversalité ou l'interdisciplinarité. Et c'est ce que vous avez au HCBC. On voit bien que sur les thématiques de sociologie, de sciences humaines, de freins au changement, etc., on a besoin aussi de gagner en connaissances, et puis pour essayer de lever justement ces freins. Donc voilà. Et je terminerai aussi par dire que vous travaillez effectivement sur des sujets très complexes. Vous avez l'intention de travailler sur l'agriculture, c'est aussi très très complexe. Et puis, comme je me souviens de ce qu'a dit le président ce matin, il y a aussi un autre sujet sur lequel on aimerait travailler aussi avec vous. C'est sur le sujet des aires marines protégées. Donc, c'est un sujet aussi très complexe, parce que là aussi, tous ces sujets-là, en fait, ils montrent aussi qu'on est en interaction avec tous les pans de la société, là encore, avec les acteurs économiques de tous les secteurs, et puis avec les associations, les citoyens, les politiques et tout ça. Donc on ne peut avancer que
collectivement, tous ensemble, avec aussi un partage de l'information, de la connaissance. Donc merci encore pour cette journée et ravi de l'avoir passée avec vous. Merci beaucoup, Carole. Eh bien, ceci conclut ce forum Climat et Territoire, ce deuxième forum Climat et Territoire. Donc, c'est un événement qui a lieu tous les ans quelque part en Bretagne. Donc, tenez-vous informés. Pour l'année prochaine, on vous annoncera la date et le lieu de notre prochain forum. Je remercie tous les animateurs d'ateliers. Certains sont peut-être dans cette salle, mais vraiment, que ce soit des collègues scientifiques de l'IEM, des collègues du conseil départemental du Finistère, les animateurs des fresques, de l'atelier d'Océanolab, Océanopolis qui nous a accueillis. Donc merci à tous. Et puis voilà, merci à nos partenaires que sont le Conseil régional, l'UBO et Brest Métropole.